truc que l'on lui accorde pas volontiers. Il a quand même été obligé de... Le travail qui vous est proposé, je peux peut-être me rasseoir. Et le travail qui vous est proposé ici est d'aborder des œuvres par des analogies qui ne paraissent que formelles. Et on va essayer de voir en quoi ce travail sur la forme nous permet peut-être d'atteindre certaines vérités sur le fond. Je ne vais pas vous faire l'insulte de vous rappeler ce qu'est l'art brut, mais c'est quand même intéressant quand même de replacer les choses dans leur contexte. L'art brut est un terme qui est à peu près aussi imparfait que l'est le terme d'art contemporain. Et néanmoins, ce qualificatif dit quelque chose. Le fait de vouloir le nier, de vouloir le gommer, peut-être nous empêcherait de faire ce fameux pas de côté qui nous permet d'entrevoir ou d'entreapercevoir peut-être une autre manière d'aborder l'histoire de l'art, d'aborder la définition de l'art. Donc moi je suis très attaché à la fois, tout en reconnaissant l'imperfection du terme, à cette spécificité, parce que ce qualificatif, à mon avis, nous aide à penser différemment. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a conduit à faire cette exposition. Jean et moi avons eu des discussions, Jean Broglie et moi avons eu des discussions incessantes depuis quelques années. Et comme nous n'étions pas d'accord sur ce point, on s'est dit, faisons une exposition ensemble, parce que finalement, à un moment donné, il faut prêcher par l'exemple. Cette exposition a pu se faire uniquement pour deux raisons principales. C'est le fait que notre amitié, on se connaît depuis quelques années, et le fait que les deux galeries sont proches l'une de l'autre. Ensuite, il y a la question de fond, bien que ma galerie est taxée de galerie avec théorie, ce que j'accepte absolument, mais personnellement, je suis toujours très curieux de choses et d'autres. Et puis, l'art brut ou l'art de singulier de l'art, ou des choses qu'on ne peut pas taxer d'art, mais dans laquelle on rencontre quand même une intention artistique, ce sont des éléments, ou bien des artefacts qui ont toujours retenu mon attention, et comme collectionneur, j'adore les avoir et les mettre quelque part chez moi. L'art brut, je suis un familier de l'art brut, et voilà. Et que pour moi, il n'y a pas beaucoup de différence entre les obsessions des uns et les obsessions de l'autre, des autres, si ce n'est, je dirais presque, un moyen qui a des canaux de diffusion de l'art qui sont un peu différents les uns des autres. Voilà. Moi, j'aimerais que tu nous dises comment toi tu as abordé la demande qui t'a été faite par ces deux galeries dont tu connaissais le travail. Jean Broglie est un ami de longue date, mais on se connaît depuis un petit peu moins longtemps. La raison pour laquelle j'ai accepté immédiatement votre offre, c'est que j'essaye de me dégager des catégories. Il ne faut pas oublier que l'histoire de l'art, telle que nous la connaissons, n'existe que depuis la deuxième moitié du XIXe siècle. C'est une science récente, et c'est une science humaine qui est extrêmement molle. Je veux dire qu'elle n'a rien d'une science dure. Et par conséquent, il faut la prendre avec des pincettes. Et elle nous a entraînés dans une espèce de système de catégorisation, de cases et de classement qui devient de plus en plus fin. Et en fin de compte, on en perd complètement la vue générale sur le fait qu'il y a des êtres humains partout sur la planète qui s'expriment par la forme, soit bidimensionnelle, soit tridimensionnelle, et qui essayent de faire passer des idées, des messages, des foi, des croyances, toutes sortes de choses à travers ces objets. La bonne vieille histoire de l'art écrite par nos, j'allais dire nos ancêtres, enfin nos pères en quelque sorte, est une histoire de l'art purement occidentale. On peut la traiter de coloniale en plus, évidemment. Et on est arrivé à raccorder évidemment toutes sortes de petits bouts de culture et de civilisation autres qui s'y rattachent plus ou moins, mais qu'on va être évidemment obligé dans les décennies qui viennent de repenser les choses de manière complètement différente. Il y a quand même l'auteur, avant tout, il y a l'artiste ou l'auteur, ou comme on peut l'appeler, la personne qui vraiment réalise l'œuvre d'art, et puis il y a l'œuvre elle-même, il y a la chose, qui
qu'on peut saisir, et puis il y a le regardeur. Et le tout forme un triangle. Et c'est dans la triangulation et le passage d'un élément à l'autre et les circulations entre ces trois éléments qu'on peut comprendre un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce qui relie ces artistes contemporains ici, et quand on a fait cet accrochage, et les artistes marginaux, autodidactes, art brut qui étaient là? C'est une pensée visuelle. Et une des choses qui m'a le plus frappé, qui est très simple dans les conversations qu'on a eues quand on a fait tout ça, c'est que pour beaucoup de ces auteurs que je ne connaissais pas, tu me disais qu'ils avaient un problème de verbalisation. C'est des gens qui n'arrivaient pas à verbaliser leurs idées, leurs émotions, leurs affects. Et donc, ils traduisaient ça graphiquement par des dessins et des œuvres. Cette forme de pensée, d'ailleurs, les artistes le savent bien, parce qu'elle se transmet chez les artistes entre eux, et qu'ils savent voir avec une vitesse absolument incroyable ce qui se passe chez les autres, tout ce que disait Jean-Jacques tout à l'heure. Et ce sont souvent les meilleurs juges, parce qu'ils sentent tout ce qu'il peut y avoir, tout ce que peuvent comporter certaines formes novatrices ou simplement reprises, renouvelées. Hein. C'est une espèce d'entreprise de cordonnier sans fin, parce que les formes existent aussi déjà avant. Et voilà, et c'est là où ce qu'on voit ici me semble extrêmement intéressant, parce que tout d'un coup il y a des conjonctions absolument incroyables entre des gens qui ne se connaissent absolument pas, qui sont de contextes complètement différents, et on voit des rapprochements qui peuvent s'établir. Quand tu parles de langage visuel, est-ce qu'on peut y entendre aussi une allusion à une pensée magique ou un art magique? Quelque chose qui rejoint, qui fait à la fois le pont peut-être avec une forme de pensée surréaliste, et aussi avec plus près de nous l'idée des mythologies individuelles ou des mythologies collectives. Si on parle très, très sérieusement d'une chose par rapport à une autre, je ne veux absolument pas mettre une espèce de transcendance qui existerait dans toutes les œuvres d'art. Au contraire. Au contraire, mais que cette pensée visuelle existe chez les artistes et se transmet. Et beaucoup ont un grand mal à la verbaliser. L'histoire du contexte est absolument fondamentale. Et je pense que pour l'art contemporain, c'est-à-dire pour nous aujourd'hui, hein, on nous arrache de notre contexte, on nous arrache de la pensée d'où provient ce qu'on fabrique. Et puis on code ça sur un mur, on met un cadre autour ou pas de cadre. Et puis, le problème il est là, c'est que très souvent le marché fout en l'air le sens, détruit le sens. Et alors, notre travail, j'en sais quelque chose, je suis en train de m'emmerder comme c'est pas possible depuis 1 an et demi pour essayer de sauver l'exposition du Centre Pompidou qui va s'ouvrir dans 1 mois, consacrée à la Beat Generation, à mes amis Ginsberg, Cavrois, Corso et Burroughs. C'est très très dur, parce qu'on a affaire à une espèce de Vatican, de machine bureaucratique complètement starbée et pourrie, qui essaye de complètement dénaturer complètement le sens de ce qui a été fait et vécu, pour montrer des petites étiquettes généralement bidons, pleines d'erreurs d'ailleurs. Et alors, le public, les regardeurs là-dedans, qu'est-ce qu'il va pouvoir... C'est dingue, c'est dingue. Les institutions, ce sont des musées, c'est la preuve qu'il y a une guerre entre les artistes et la société. Je parle de la vie quotidienne, n'est-ce pas, où il y a cette guerre permanente qui est faite à ceux et à celles qui essayent de faire quelque chose qui s'appelle de l'art. C'est pas facile. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a quand même des gens comme vous qui, à un moment donné, essayent de retisser quelque chose comme une toile. Ils ont établi ici des analogies visuelles, mais des analogies visuelles qui en disent très long sur le contenu de ce que l'artiste a voulu dire. Bon, vous avez bien compris que la raison pour laquelle je ne mets pas d'étiquette dans les expositions, c'est à cause de ce que Jean-Jacques vient de dire, c'est qu'on ne peut pas attaquer sur les erreurs. Pour revenir un peu aux deux galeries, aux
deux catégories, etc. Il y a un phénomène aussi qui est très important, c'est les intentions de l'artiste. On sait que des artistes qui s'expriment bien, qui verbalisent justement, qui savent bien parler de leur œuvre et qui ont une capacité de séduction, quelquefois en plus, débouchent beaucoup plus vite, pas seulement sur le marché, sur le marché intellectuel, je dirais aussi, c'est-à-dire dans les musées, chez les collègues, les conservateurs, du côté des médias, etc. Et font une carrière beaucoup plus rapide qu'un artiste qui serait, je dis au conditionnel, hein, qui serait chez Jean et qui aurait beaucoup de mal à raconter une histoire qui est un petit peu enthousiasmante sur son œuvre. On se polarise sur le discours tenu par les artistes qu'on relaye, qu'on transforme, mais au fond, à partir duquel on élabore, et en oubliant quelquefois, encore une fois, toujours la même chose, listen to your eyes, en oubliant de regarder, de se dire, mais qu'est-ce qu'on voit, n'est-ce pas, par rapport à ce fameux discours, et qu'est-ce qu'on voit par rapport, là, en comparant avec l'histoire, avec d'autres cultures, etc. Et je crois que ça, c'est une grande différence, parce que les auteurs que tu montres ici, justement, c'est toi qui fais le discours. Alors, en général, tu es prudent, parce que tu ne parles pas trop des intentions, je crois, enfin, je n'ai pas entendu parler trop de ça, non. Et on s'en remet peut-être plus facilement à l'œuvre elle-même, avec une liberté d'interprétation, du coup, qui est plus grande que chez les artistes étiquetés art contemporain de genre. Tu as raison de le souligner, mais qui du coup, nous oblige aussi à nous exprimer avec beaucoup plus de tact et de responsabilité, parce que, je veux dire, c'est un peu facile, effectivement, d'émettre des tas d'hypothèses sur des auteurs dont on n'est pas sûr de la nature de l'intention. Le grand problème, pour revenir à ce que je disais au début, ce sont ces catégories qui sont devenues non seulement des catégories intellectuelles et universitaires, mais des catégories institutionnelles, oui, où on fait des musées pour des périodes, ou pour des écoles, de plus en plus fines, de plus en plus étroites. On a un musée d'Orsay, c'est pas pour dire que c'est mal, le musée d'Orsay c'est formidable, mais voilà un musée pour l'art de la deuxième moitié du 19e siècle. Voilà. Alors il en faudra un pour le premier quart du 20e siècle, pour mettre le cubisme des fauves, enfin on n'en finit pas. Non, le cubisme d'un côté, les fauves de l'autre. Et ce dont ce dont on rêve et ce dont on a envie aujourd'hui, peut-être aussi, c'est d'avoir justement le musée de tout, comme dit James Brett, the Museum of Everything. Qui était l'appartement d'André Breton du 42 Fontaine. Voilà. Ça, c'était le musée de tout. D'ailleurs, c'était pas un musée. Ça reste le modèle. Alors, toute la question est de savoir quelle est la configuration future des musées. En ce qui me concerne, je préfère le saucissonnage et être au milieu de tableaux ou au milieu de sculptures et ensuite aller dans un autre musée où il y a des arts appliqués. Voilà, ça c'est ma position tout à fait personnelle. On a fait le tour, sûrement pas, mais en tout cas merci de votre attention et d'avoir été là.